l'énoncé va varier énormément en fonction, avec des formes acoustiques différentes, selon que c'est un homme ou une femme qui parle, mais même pour un même locuteur, voilà, s'il est énervé, s'il est enthousiaste, s'il est calme, s'il est endormi. Et donc, il va falloir que l'auditeur, d'une manière ou d'une autre, que le système de l'auditeur arrive à s'adapter à ça sans que ça prenne trop de temps afin de comprendre. Alors, juste pour illustrer ça, c'est la figure qu'on met généralement, qui est très connue. Ça représente de la variabilité de la production de voyelles. Donc, chaque couleur représente une voyelle et chaque point représente une production avec le premier formant et le deuxième formant. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a des recouvrements, que tout ça n'est pas en production naturelle. On n'est pas sur des systèmes où on a, comme on nous apprend à l'université, des catégories bien formées et qui respectent ces limites. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, la question, elle est comment on fait. Cette variabilité, évidemment, il y a les différences qui arrivent comme ça en fonction des phonèmes qui sont adjacents, en fonction des locuteurs, en fonction des accents, en fonction des bruits, des erreurs. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent dans la production naturelle. Moi, je suis toujours étonnée là, par les quand même. Par exemple, les gens les plus jeunes, ils disent quand même plutôt que quand même. Et ils ont un quand qui va tendre vers le haut. Et c'est assez étonnant pour moi. Mais je me demande, voilà. Donc, il y a des variations dans la façon dont on produit les phonèmes. Alors, les enjeux de la segmentation, évidemment, c'est hyper important, la segmentation, parce que c'est ce qui va permettre, on pense, de créer le lexique mental. C'est-à-dire, d'un point de vue développemental, c'est quoi le lexique mental pour le bébé? Pour que le bébé il commence à apprendre sa langue, il va falloir qu'il apprenne des mots. Donc, il va falloir que d'un côté, il élabore des représentations mentales de formes sonores de mots. Il va falloir qu'il ait la capacité d'avoir des représentations abstraites des objets ou des événements, et puis qu'il mette les deux en correspondance. Donc, il va falloir qu'il apprenne à faire ce matchage entre un objet, une idée, et puis la forme sonore qui va avec. Et là, on se dit forcément, la segmentation, c'est un enjeu énorme. C'est pour ça que ça intéresse les neurosciences beaucoup aussi, la psychologie, parce que, évidemment, c'est un enjeu, c'est-à-dire on se pose la question de comment le bébé fait ça. Au départ, il n'a pas d'indication, on ne peut pas lui expliquer, et pourtant, il y arrive relativement rapidement. Donc, on pense que la segmentation de la parole, évidemment, va jouer un rôle central dans l'acquisition du langage. Et ce qu'on fait aussi, c'est que les parents, ils ne parlent pas en mots isolés. Contrairement à ce qu'on fait avec Google, OK Google, où on finit par juste lui crier des mots dessus en espérant que ça marche. L'enfant ne fait pas ça, on lui fait des phrases, et donc c'est très rare finalement qu'un enfant, on lui dise chausson, chaussette, biberon. Il y a toujours une phrase. Ça dépend, mais généralement, on enrobe ça d'une phrase. Mets tes chaussons, n'enlève pas tes chaussettes, etc. Donc, l'idée, c'est que cette capacité à extraire, à représenter les formes sonores des mots individuels, ça va être fondamental pour l'acquisition du lexique, mais aussi pour l'acquisition de la syntaxe. C'est-à-dire, toutes les théories d'acquisition de la syntaxe font l'hypothèse que les enfants ont accès à des séquences segmentées de mots qui forment les énoncés qu'ils entendent. Il n'y a pas de théorie qui pense qu'on n'a pas besoin de passer par cet état. Évidemment, tout ça, ce ne serait pas un problème si on avait des frontières de mots bien marquées, comme à l'écrit. Au niveau acoustique, ce n'est pas si évident comme on va voir. Et puis, comme je vous disais, les mots ne sont pas présentés en isolation. On ne s'adresse pas comme ça aux enfants et on ne s'adresse pas comme ça entre adultes.
On se parle rarement avec juste un mot tout seul. Donc, la segmentation, c'est un enjeu important, même pour l'adulte, quand on est en train de se parler, là. Hein, notre système doit trouver des façons de segmenter assez rapidement. Et si je vous dis un chagrin fou, c'est quoi? Un chagrin fou, un chagrin cheux, hein, votre système, il va être capable de dire à un moment, il y a un chat grincheux et de l'autre côté, il y a un chat grin fou. Hein, et que la segmentation n'est pas la même, et sinon, ça n'a pas de sens. Et donc ça, notre système, il le fait relativement bien. Alors, ce qui a été modélisé, pour les gens qui ont travaillé un peu là-dessus, la modélisation, finalement, la plus aboutie, elle date de 2005, de Matisse et ses collaborateurs. Et elle part du principe qu'on s'appuie sur 3 types d'indices. Les indices lexicaux, c'est-à-dire la syntaxe, la sémantique. Hein. L'idée, c'est que finalement, quand j'ai repéré un mot, chagrin, bon, ben, il me reste fou, hop, je vais le trouver. Donc, finalement, c'est l'idée de la segmentation qui est, soit le mot, il est très attendu, soit, ben, comme j'ai le premier mot, une fois que j'ai le premier mot, je sais quand il s'arrête, donc je sais quand le suivant commence. Hein, on peut partir de ce principe-là. Donc, ça, eux, ils disent, quand il n'y a pas de problème dans une interaction facile, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de problème particulier, c'est ce type d'indices qui vont être utilisés. Ensuite, on a les indices sublexico-segmentaux. Alors, la phonotactique, la coarticulation, qui serait le niveau 2. Hein, et donc là, c'est quand on n'arrive pas à exploiter les informations lexicales et syntaxiques, on irait plutôt taper dans ce type d'indice. Et puis, il y a un troisième type d'indices qui sont les indices prosodiques. Il dit, si vraiment on est dans une situation très délétère, on va utiliser des indices sublexicaux suprasegmentaux, c'est-à-dire la prosodie. Avec cette idée que, par exemple, dans le bruit, la prosodie, c'est quelque chose qui nous permet de suivre, par exemple, le flux de parole. Et donc, même s'il y a des passages où le signal est recouvert et où je n'ai pas accès à l'information, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Donc, nous, on est parti, alors c'est Elsa Spinelli qui est partie au début, sur des séquences homophones de type l'affiche. Donc, la question qui se posait, c'est quand j'ai des séquences homophones, il va quand même falloir que je comprenne soit des mots homophones, soit des séquences homophones. Il va falloir que je comprenne quel est le bon mot et comment je fais. Et d'abord, est-ce que j'y arrive? Dans la première question, c'est est-ce que j'y arrive? Et si j'y arrive, à partir de quels indices je vais pouvoir réaliser cette segmentation? Donc, le premier papier, elle a commencé à travailler, il date de 2007, là-dessus, sur ces séquences homophones, l'affiche. Donc, l'idée, c'est qu'elle a constitué 30 paires de type l'affiche, la vie, l'affiche, l'apesanteur. Donc, il y en a 30 comme ça que je pourrais vous les donner. Donc, d'abord, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé avec des spécialistes du signal pour étudier déjà quelles étaient les différences qu'on pouvait trouver dans les productions naturelles de ces paires. Donc, ce que vous voyez là, par exemple, ce que vous voyez là, c'est qu'il y a des différences. Donc, au début, vous avez ce que je vous ai mis sur cette slide, c'est les différences de durée. Donc, par exemple, sur la première syllabe, vous voyez que la syllabe de... Alors, affiche, du coup, je vais parler comme ça, en affiche et fiche. Je ne donnerai pas le... Sinon, on n'y arrive pas, j'arrive pas, on va... donc, vous voyez que affiche est légèrement plus long, mais 5 millisecondes que fiche. Mais ça, c'est des moyennes, évidemment. Le problème, on se souvient, c'est que tout ça va être variable. Que ce qui correspond à la consonne est plutôt plus long
dans affiche que dans fiche, et plus long. Et en revanche, c'est le contraire pour la voyelle, qui est plus longue pour fiche que pour affiche. On a d'autres types de différences sur la seconde syllabe. Donc, à retenir, c'est qu'il y a des petites différences de durée, hein, mais avec une grande variabilité à chaque fois. Il y a des différences aussi. Là, ils trouvent des différences sur les formants, sur la voyelle, sur le F2 de la voyelle. Et en gros, hein, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils rapportent dans cet article, c'est le fait que, si on parle des formants et des durées, ils disent que globalement, le début du mot de contenu est plus clairement, plus prononcé de façon plus canonique. Ce qui va dans cette idée que les modèles de psycholinguistique aiment bien les débuts de mots et que le début de mots est important, notamment pour la recherche dans le lexique. Il y a une autre différence qui va nous intéresser, nous, et sur laquelle on s'est penché un peu plus. On va en parler, c'est la différence de fréquence fondamentale. Donc là, vous avez des représentations pour c'est la fiche. Et alors, ce qu'on doit voir là, c'est l'idée que sur le là, ici, et donc le là, ici, il y a une montée, en fait, on a une légère montée de F0 pour le affiche, sur le A de affiche. D'accord ? Et globalement, en fait, on a une petite montée de F0 sur les débuts de mots de contenu. Donc, pour fiche, il va arriver un peu plus tard. On ne l'a pas noté là, mais il arrive un peu plus tard. Donc, pareil, cette montée, elle n'est pas toujours hyper claire. En français, ce n'est pas un indicateur hyper robuste, mais globalement, on le trouve quand même. C'est-à-dire, globalement, il est souvent là. Et donc, ce qu'ils ont mesuré aussi, c'est bon, ils ont mesuré des différences de F0 entre, par exemple, entre les deux voyelles, le A et le I. Hein, et donc, ils trouvent qu'effectivement, il y a une plus grande différence pour la mi, la mi, pour la consonne, puisqu'il y a une montée de F0 sur le M. Et donc, le I surtout. Donc, qu'est-ce qui est intéressant déjà dans ces trois paramètres, enfin, surtout durée et fréquence, c'est que ce n'est pas des indices acoustiques qui sont hyper pertinents en français, dans la description du français. Alors, l'autre chose à l'époque, alors maintenant, je ne sais pas si on peut dire ça encore maintenant, mais à l'époque, on disait ça, c'est que les modèles de psycholinguistique, à l'époque, ils disaient le cerveau, il ne peut pas gérer la complexité du langage parlé, et donc on a besoin d'envisager une interface entre le signal et le cerveau, finalement, enfin, ou le système de compréhension. Et donc, tout le débat à l'époque était plutôt de dire quelle est l'unité quelle était l'unité de codage. Donc, il fallait un code entre un signal complexe et le cerveau qui devait avoir un code plus simple. Et donc, il y avait tout ce débat entre est-ce que c'est le phonème, est-ce que c'est la syllabe, hein. Et c'était l'enjeu dans les années 90, c'était vraiment là-dessus que les gens se battaient. Et donc, tous les modèles, en fait, pensaient qu'il y avait un codage en phonème et que le codage en phonème, il allait faire perdre tous les indices acoustiques fins. Donc, le phonème, il simplifiait le signal et du coup, il perdait toutes ces petites variations. Maintenant, je dis c'est plus exactement d'actualité parce que comme maintenant, on arrive à suivre le cerveau en temps réel. On sait que le cerveau code des indices acoustiques fins. Donc, on n'a plus trop de doutes. Mais à l'époque, ça se posait, puisqu'à l'époque, on n'avait pas l'imagerie, l'IRMF, etc. Donc, on n'avait pas de traces évidentes de ce type de codage.
Donc, ce qu'ils avaient fait dans ce premier papier, c'était d'essayer de comprendre déjà, est-ce qu'on fait la différence? Est-ce que si j'entends c'est la vie, je sais, j'arrive à dire lequel, lequel est-ce. Donc, ils ont fait plein d'expériences, je ne vais pas vous les raconter. Alors, normalement, je vous ai mis les signaux. C'est la vie. Enfin, j'ai retrouvé des signaux, parce qu'en plus, ce n'est pas ma manip, celle-là, donc bon, c'est la vie. C'est la vie. Donc, l'idée, là, par exemple, dans cette première tâche, c'était une tâche, un paradigme ABX. Donc, on entend A, on entend B, et on demande X, il est comme A ou il est comme B. Ce qu'ils observent, alors, ils ont fait une tâche de discrimination avec le même exemplaire. Donc, X est effectivement A ou B. Une discrimination où c'est un exemplaire différent, c'est-à-dire une autre production du même contenu. Et puis, ils ont fait une tâche d'identification, c'est-à-dire ils demandent aux gens, est-ce qu'à votre avis, c'est vie ou avis? Ce que vous voyez donc en gris, c'est les paires ambiguës, et en noir, les paires non ambiguës. Les paires non ambiguës, les gens y arrivent, globalement, à part je me suis trompée de bouton, j'ai cligné des yeux, c'est autre chose. Sinon, ce qu'on voit, c'est que globalement, les gens sont au-dessus de la chance, le trait rouge. Donc, ils sont clairement au-dessus de la chance, mais ils ne sont pas non plus du tout, ce n'est pas si clair que ça. Donc, on en conclut que les auditeurs sont capables de retrouver la segmentation correcte, globalement, au-dessus de la chance. Donc, ça veut dire qu'il y a des indicateurs acoustiques. Il y a des indices acoustiques qu'ils peuvent utiliser, que les gens arrivent à utiliser. Quand on demande aux gens, leur impression, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Nous, on a eu beaucoup de problèmes avec, pour les étudiants en thèse, par exemple, quand on avait des étudiants qui cherchaient des bourses, pour expliquer aux gens le jour de l'audition qu'on allait étudier c'est la vie, ça ne marche pas du tout. Les gens ils disent non, oui, d'accord, super. Vous n'avez pas autre chose à faire. Ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen. Les gens ne pensent pas, si vous parlez à des neuroscientifiques qui ne connaissent pas grand-chose à la parole, ou ils vont vous dire non, mais ça n'a pas de sens. Effectivement, quand on entend la différence. Vous avez, moi, alors, bon, mais c'est la vie. On entend lequel. Enfin, bon, il faut se concentrer. On n'est pas sûr, on n'y mettrait pas une main non plus, mais bon, on a un petit sentiment quand même. Alors, une fois qu'ils ont fait ça, donc là, ça a mis les bases de. Il y a des indices acoustiques, ça vaut la peine d'aller chercher. Ensuite, alors je vous en parle parce qu'on utilise les mêmes paradigmes ensuite. Ensuite, ils ont fait un amorçage intermodal d'identité, c'est-à-dire on répète le mot. Donc l'idée, c'est qu'on entend l'affiche et on doit faire une décision lexicale sur un ordinateur et dire est-ce que le mot fiche est un mot ou pas. Et on va comparer une condition où juste avant on a entendu l'affiche, un des deux, et ou la bulle, et on fait la différence et on regarde s'il y a eu un bénéfice. Vous me dites si vous ne comprenez pas, parce que je ne sais pas du tout où vous en êtes sur l'amorçage. S'il y a un bénéfice à avoir entendu l'affiche avant. Ce qu'on trouve, c'est que, bon, alors il y a écrit target, donc c'est les cibles en bas, en gris, les voyelles. Donc en gris, c'est quand l'amorce est une voyelle, et en noir, quand l'amorce est une consonne. Et donc, vous voyez, quand la cible est une consonne, effectivement, elle est plus, elle est amorcée. Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans les 4 conditions, en fait, on a de l'amorçage qui est significatif. D'accord? Donc,
quand j'entends l'affiche, ça amorce fiche et affiche. Hein? Mais ce qu'on voit aussi, effectivement, c'est que ça amorce pas autant. Il y en a un qui est plus amorcé que l'autre. D'accord? Donc, quand j'entends là, fiche, j'amorce plus fiche et un peu moins affiche. Et pareil, quand j'entends affiche, enfin l'affiche, j'amorce plus affiche que fiche. Mais quand même, donc c'est graduel. Il y a un amorçage qui est plutôt graduel. Donc, ce qui veut dire que ça module l'activation, que ces indices acoustiques qui avaient été identifiés, enfin, ils n'ont pas été identifiés, mais que ce qui est contenu dans le signal, on ne sait pas trop ce qui joue, mais ce qui est contenu dans le signal va permettre effectivement de segmenter et que cette segmentation, elle va effectivement jouer sur l'activation des candidats lexicaux. Mais que cette activation, elle n'est pas assez puissante pour mettre de côté les candidats, les autres candidats. Alors, ce qu'on a fait ensuite, alors je dis ensuite, hein, mais là, vous voyez, c'est un truc de 2019, je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre où on les a fait, mais un des points qui nous a intéressés quand on s'est mis à travailler ensemble, c'était de dire, bon, donc super, mais le problème de toutes ces expériences comportementales, c'est qu'à chaque fois, on focalise l'individu sur la forme du mot. En attendant, quand vous entendez l'affiche, et qu'on vous dit c'est lequel des deux, vous êtes focalisé comme vous n'êtes jamais focalisé sur la parole. C'est-à-dire que quand je vous parle, vous n'êtes pas en train de vous dire chat, vous n'êtes pas en train. Donc, on n'est pas. Et pareil, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé entre le moment où nous, on a commencé nos études. Pendant nos thèses, on ne nous parlait pas de l'impact de la tâche autant que maintenant. Et finalement, c'est vraiment l'imagerie cérébrale qui, dans les années 2000, a commencé à mettre en évidence que si on changeait la tâche, on changeait complètement les résultats qu'on observait parfois. Et que c'était hyper important, que la tâche était très importante. Nous, on avait tendance à nous dire le traitement de la parole, il est automatique, irrépressible et toujours le même. C'est-à-dire, si je vous parle, ça active tout, le sens, et quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez pas, c'est irrépressible. Je crois que c'est comme ça. Les premières personnes qui ont bossé dans les années 2000 en imagerie, je me souviens plus comment ils s'appelaient. Ils ont fait des études et ils sont aperçus qu'en changeant l'attention, si vous regardez les études de l'époque, qu'en changeant l'attention du sujet, à l'époque, c'était un mot, on présentait un mot ou un non-mot, et il y avait un chat, une image. Et John Driver, je crois. Et en gros, si la tâche était sur le mot ou le non-mot, si on faisait une tâche de décision lexicale, on voyait des activations différentes pour les mots et les non-mots. Si on demandait une tâche sur le chat, alors que le mot ou non-mot était au milieu, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de différence entre mot et non-mot. Et donc ça a fait que les gens qui travaillaient au début en imagerie dans les années 2000, beaucoup d'entre eux sont passés à travailler sur l'attention. En fait. On trouvait des effets attentionnels beaucoup plus importants que les effets langagiers, qui variaient plus, et on ne s'y attendait pas. Nous, on ne s'attendait pas à ce que ça varie autant. Enfin bon, tout ça pour dire que finalement, du coup, on s'est dit, on va faire de l'EEG parce qu'on aimerait pouvoir avoir des tâches où on ne demande rien au sujet, aux participants, on ne le focalise pas. Et donc, on va essayer de regarder si déjà il est sensible aux indices acoustiques, si jamais on ne lui demande rien. Et aussi, on voulait introduire de la variabilité parce qu'on se disait c'est sympa, mais quand on travaille avec un exemplaire, c'est quand même assez restreint et ça pose quand même le problème de il y a plein de variations dans les productions que je fais. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire des EEG, on va faire des PE pour regarder ça. Donc, on a commencé en se disant, on va prendre la MMN, puisque c'est exactement ce qu'il nous faut.
C'est-à-dire, c'est un potentiel évoqué auditif qui est lié à un événement temporel bien défini. On moyenne le signal. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une perturbation acoustique dans le flux, on voit une MMN apparaître, qui est une onde négative frontocentrale qui pique entre 200 et 300 millisecondes après l'onset, qui utilise le paradigme du hotball, avec des déviants. Donc, je fais là, 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 li. Et hop, j'ai une MMN sur le lit. C'est ça l'idée. Et ce qui nous intéressait, nous, particulièrement, c'est qu'il a été montré que cette MMN, au début, les gens prenaient toujours le même exemplaire, le même là, et puis un lit. Mais on s'est aperçu qu'en fait, la MMN, elle était capable d'extraire des informations plus abstraites. Et donc, notamment, on observait une MMN, même lorsque les phonèmes standards étaient issus de multiples productions. Donc, même si je prenais plein de là, différents, et ben, quand je présentais lit, j'avais une MMN sur le lit, pas sur les différents exemplaires du là. Donc, la répétition, le système était capable d'encoder le fait que là, ça faisait appel à la même représentation linguistique. Et donc, ça, évidemment, c'est une propriété qui nous intéressait. Donc, on est parti avec cette idée qu'on allait faire une expérience sur la, li, et une expérience mot où on avait l'allocution, l'ilocution. Donc, on avait à chaque fois on avait nos séquences homophones, soit l'allocution, plus un très différent, l'ilocution. Alors, l'allocution. Donc, en plus, en vrai, alors, vous allez voir après, en fait, on a fait tout ça à rebours, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit des phrases avec des phrases qui soutenaient une interprétation. On a construit tout ce matériel et après, on a extrait l'allocution, et de l'allocution, on a extrait les syllabes. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on avait 4 productions différentes de l'allocution, qui étaient dans 4 phrases différentes. Et donc, nos standards, c'était 4 productions différentes du même. Et puis, le déviant, c'était soit le lit de l'illocution, soit l'autre là, c'est-à-dire le là de celui-là, si le standard c'était celui-là, soit encore une autre production du standard. D'accord ? Donc, on a utilisé ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire où on arrivait à mélanger tous les items. On n'avait pas besoin de faire catégorie par catégorie les unes après les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Donc là, l'idée, voilà. Ah ben là, on le voit bien, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La locution, donc vous voyez que la montée de F0, elle est sur le début de locution, alors que L' allocution, elle est sur le A. D'accord ? Donc, on a vérifié ça, on a vérifié notre matériel, parce qu'évidemment, on l'avait sélectionné, etc. Donc, on a fait les analyses acoustiques, on a retrouvé des différences de durée, puisqu'à chaque fois, l'idée, c'est quand même de partir d'un matériel le plus naturel possible. En fait, peut-être ce qui nous éloigne d'une approche purement psycholinguistique qui vient de la psycho, c'est qu'on évite au maximum d'appauvrir le signal. C'est-à-dire, si vous regardez la façon de faire de la psycholinguistique, soit on
on appauvrit le signal, ce n'est pas un reproche, hein, mais on essaye d'isoler les facteurs. Mais dans la parole, ça pose un problème parce qu'effectivement, la parole, elle est complexe, elle est redondante, elle est variable. Et donc, notre approche est plutôt de dire on essaie de garder ça, et tant pis, on y va quand même si évidemment, ça ne va pas nous permettre de conclure comme on conclurait si on avait complètement appauvri le signal, mais on pense que ça apporte des choses d'avoir du signal plus naturel. C'est peut-être ce qui caractérise notre travail. Donc, on a mesuré, on a regardé toutes les mesures acoustiques et on a mis en place l'expérience. Pour l'expérience de la syllabe, cela dit, on a fait des syllabes de durée égale, même si ce n'était pas le cas au niveau naturel. Donc là, les la et les li avaient la même durée, parce qu'on sait que la durée, elle joue sur les MMN. Alors, donc voilà. Donc on a fait ces expériences. Donc ça, c'était à l'époque où j'étais à Lyon. On a fait ça quand j'étais à Lyon. Donc, pour vous montrer rapidement les résultats sur la syllabe. Donc, vous avez en noir le standard. Donc, vous voyez. Alors, attendez, j'ai noté ce qu'il fallait que je vous dise à peu près. Ce que vous voyez normalement en noir. En noir, c'est que le standard, effectivement, il n'y a pas de MMN. En rouge, c'est le dissimilar, donc c'est le li. Donc, en rouge, vous avez le li. Donc, en haut, vous avez lorsque affiche est le standard, enfin le la de affiche est le standard. Et en bas, lorsque c'est le la de fiche qui est le standard. Donc, le rouge, c'est le li. Et puis, vous avez en gris, donc l'homophone, c'est-à-dire le la de l'autre, qui est en déviant. Et comme vous voyez, on a une jolie MMN qui est moins forte que pour le dissimilar, mais on voit que le système arrive parfaitement à faire la différence, sachant que les participants écoutent des la. Hein, vous avez vu, il y a 1800 stimes. Donc, ils écoutent des la en regardant un film muet. Hein, donc, on leur met juste le casque, ils ont comme consigne de ne pas bouger, et puis on leur met un Charlie Chaplin ou La Marche de l'Empereur. Là, ils regardent les pingouins sur la glace. Entre un film sans parole. Et ça, ils restent comme ça. Donc, ils n'ont pas du tout de focalisation, il n'y a pas de tâche, c'est juste des la. C'est ça qui se déroule. Donc, ça nous dit, effectivement, dans la syllabe, ils arrivent déjà à extraire de l'information suffisante. Mais on voit que ce n'est pas non plus autant que le li, mais la déviance en même temps n'est pas aussi importante. Pour les mots, ce qu'on voit, oui, alors je ne suis pas très. Ça a été publié en 2019, si ça vous intéresse en détail. Pour les mots, ce qu'on voit, alors toujours la même disposition. Donc en rouge, le dissimilar, le standard en noir, donc on voit qu'il n'y a pas grand-chose. En rouge, les dissimilars et les homophones, la section homophone. Alors là, ce qu'on voit, c'est que la MMN, elle est un peu plus précoce, en fait. Elle est un peu plus précoce lorsque locution est le standard. Voilà, mais sinon, ça marche bien. Alors après, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a un mot, le signal est plus long, etc. Donc, mais ça fonctionne bien. Donc, MMN un peu précoce, sauf que, évidemment, là, en fait, on n'a pas contrôlé la durée. Donc, en fait, les mots n'ont pas le la de départ n'a pas la même durée. Et en fait, le la de l'allocution, ici, il est 57 millisecondes plus court que le la de l'allocution. Et la différence de MMN, elle est 35 de pic. Donc, a priori, on peut l'expliquer. On pense que ça doit être ça.
que ça doit être une histoire peut-être de durée, ou alors, et ça c'est quelque chose qui va revenir, hein, parce qu'on est toujours à l'affût de cette histoire de est-ce qu'il y a des différences entre les deux. Le fait que là, ça soit l'article hyper fréquent dans la langue française, peut-être qu'on est très fort à le traiter, et donc très fort, on va très vite à repérer que ce n'est pas lui. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En revanche, on n'a pas de différence de topographie, on n'a pas l'impression qu'il y a d'accès au sens. En même temps, l'allocution, je ne suis pas sûre que tous les sujets des participants aient maîtrisé la définition exacte de nos mots. Ça, on va voir, hein, c'est une des difficultés, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé du matériel. Attends, j'arrive. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein, des paires comme ça, on en a 30 et on n'en a pas plus. C'est un vrai problème. On n'a pas beaucoup de matériel. Et parfois, ils sont très liés. La pesanteur, oui, ça dit un peu la même chose et son contraire. Oui, on l'a fait qu'avec là, mais je me disais qu'on devrait peut-être essayer, je vais peut-être chercher pour étendre, parce que vous verrez, sur des manips, on a un problème on n'a pas assez de... Enfin, on n'a pas assez de style. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes parce que dès que je change de voyelle, alors les durées, les machins... en gros, il faut que je... Là, l'avantage, c'est que ça nous gardait tout le plus contrôlé possible dans quelque chose de naturel. Parce que si je ne veux pas torturer mon signal, ben, je suis obligée de faire ma restriction un peu avant, sinon ça risque de partir dans tous les sens. Des mots qui se ressemblent politiquement, oui, mais Arnaud, c'est la segmentation. Je me rappelle qu'on travaille sur la segmentation quand même. Attention. Ouais. Vous avez regardé dans la il y a comme une sorte de positivité. Oui, je crois pas, oui, ça. Hein. En fait, ça ressemble à une T3 à quelque chose. Non, pas, moi non. Je te montrerai. On regardera. Oui, oui. C'est absolument normal, oui. C'est le complexe MMN T3, du coup, finalement, ça attire l'attention automatiquement après une fois qu'on a détecté. Oui. Ok. Non, mais ce qui va dans le bon, ça va. Oui. Oh, je me posais une question comme ça. Mais alors, c'est vrai que c'est le dissimilar, et alors, du coup, pourquoi on l'aurait là et pas là? Voilà, c'est un peu. Voilà. Oui. Ben... Non, je réfléchis si on en a discuté ou pas, mais je ne crois pas. Bon, donc, globalement, hein, on trouve effectivement que on a, à chaque fois, on a observé notre MMN dans la condition dissimilar du lit. Hein. C'était une amplitude bien plus importante que pour l'homophone. On a aussi observé que quand le déviant, c'était une autre production du standard, on n'avait rien, il n'y a pas de MMN. Donc, ça montre bien qu'effectivement, la MMN arrive à extraire des informations linguistiques plus abstraites que du signal acoustique pur. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'on a, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'on a cette MMN qui apparaît quand on a quand on a un autre type de là avec une autre segmentation. C'était ça notre objectif. Effectivement, c'était intéressant parce que en français, comme je vous disais tout à l'heure, les différences entre les là, ils sont pas contrastifs. C'est-à-dire en français, la durée, la montée de F0, c'est pas contrastif. Hein, et toutes les manips qui sont faites, généralement, s'intéressent plutôt à des indices acoustiques contrastifs dans la langue dans laquelle c'est étudié. Ce qui n'était pas notre cas du tout.
Alors évidemment, on est arrivé à l'idée de se dire, OK, alors on a un effet, on a notre MMN, bon, mais maintenant, c'est quoi l'indice acoustique? Parce que maintenant, on sait qu'il est là, on sait que même quand on fait autre chose, il continue à activer, on sait que ça marche sur les syllabes, ça marche sur les mots, mais alors c'est quoi? Alors on a la durée, mais évidemment, la durée, comme je vous l'ai dit, sur la manip, sur l'expérience syllabe, j'avais dit que je ne bougeais pas. Sur la manip syllabe, on avait contrôlé la durée. Donc, a priori, ce n'est pas la durée puisque ça apparaissait aussi dans cette manip-là. Et donc, en fait, on s'est dit, on va se pencher sur la F0. Ça paraît quand même être un indice intéressant. Hein, parce qu'elle a l'air de varier. Il y a cette montée. Dans beaucoup de langues, c'est quand même un marqueur de début de mot. Donc, on s'est dit, la F0, ça pourrait être un bon candidat. On va s'intéresser à ce candidat-là. On sait que même si ce n'est pas contrastif au niveau des phonèmes ou des mots, que dans le sarcasme en français, par exemple, on a des traitements, hein, des montées de F0. C'est interprété sémantiquement, donc il n'y a pas de raison de penser... enfin, on a des bonnes raisons de penser que ça peut être un bon candidat. Par ailleurs, il y a des gens qui travaillent sur les neurones auditifs et qui pensent que certains neurones auditifs sont un peu comme les neurones visuels, sensibles à l'orientation, et qu'on aurait des neurones sensibles aux montées de F0. Et ce qui expliquerait que dans beaucoup de langues, ça marque les débuts de mots. Donc, on est parti à se dire, bon, quels sont les indices acoustiques qui sont pertinents? Allons étudier la F0. Donc, ça, je vous l'ai déjà montré. Là, on l'a fait en mieux, hein, l'ami. Donc, avec cette idée que la montée de F0, elle s'observe plutôt sur le début du mot de contenu. Alors là, pour le coup, on est parti sur le côté, on manipule le signal, on torture le signal. Donc, l'idée, c'est qu'on a pris une production. Alors, je n'ai pas retrouvé exactement les... Bon. Vous verrez, j'en ai un qui est coupé, mais sinon, c'est les signaux. Donc, on est parti, on a pris une production naturelle de c'est l'affiche. C'est l'ami. Bon, c'est l'ami. On avait une production naturelle de c'est l'ami, ami. C'est l'ami. OK? Donc, on est parti de ces deux productions naturelles que vous voyez ici en A. Donc, en A, c'est la consonne. Vous voyez qu'il n'y a pas de montée, hein, de F0. Et en B, c'est la production de la voyelle avec une petite montée de F0. Donc, on est parti de ces deux signaux. On a travaillé avec un psychoacousticien qui s'appelle Nicolas Grimaud à Lyon, qui a manipulé le signal avec Straight, qui est un truc de manipulation du signal de parole sous MATLAB. Donc, lui, il est spécialiste de ça. Et donc, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris la production naturelle de la consonne, fiche, et on lui a appliqué des paramètres du signal de la voyelle. Donc, on a fait une condition où le A de la consonne, de l'item consonne était resynthétisé pour être égal à celui de la voyelle. D'accord? Donc, c'est le C. Donc, en fait, on a pris A et il a été monté en C. Et puis, on en a fait un très haut, qu'on a mis au-dessus, et puis on en a fait un en dessous. D'accord? Donc, on a fait 3 conditions de resynthèse de ce A afin de modifier son niveau de F0. Alors, je vous l'ai fait. L'ami. C'est l'ami. C'est l'ami. Donc, du coup, on avait 5 versions de c'est l'ami. Je suis désolée, oui, pour...
on avait donc 5 versions, du coup, on avait 5 listes, hein, puisque chaque participant n'entend qu'un seul c'est l'ami. Hein, là, l'idée n'est pas du tout de confronter les gens à plusieurs versions. Donc, on utilise Straight et on demande aux gens lequel c'est. C'est l'affiche ou c'est l'affiche? Ils doivent faire de l'identification. Ce qu'on observe, donc ici c'est le pourcentage de réponses voyelles, affiche. Combien de fois ils répondent affiche? Quand ils entendent la version consonne naturelle, ils répondent, on retombe sur les résultats du début, hein. Ils se trompent que 30% du temps. Et quand ils ont la version naturelle de affiche, ils répondent 80% du temps la bonne réponse. C'est à peu près hein, ce qu'on avait trouvé, un peu mieux. Ce qu'on voit, c'est quand le A de celui-là est égalisé à celui-là, on voit que la catégorisation va un peu plus vers le mot commence par une voyelle. Quand on le descend, il tombe à peu près, quand il est très bas, il descend à peu près comme la consonne naturelle. Et quand on le monte très haut, il gagne un peu encore vers l'interprétation voyelle, mais sans arriver au même niveau. Ouais. Donc, l'idée, c'est que quand je manipule ma F0, hein, ce qu'on voulait voir, effectivement, je change l'interprétation que les gens vont donner au signal. Derrière, on a fait une expérience d'amorçage, à nouveau. Alors, comme on n'a pas assez de matériel, on ne peut pas faire les 5 conditions. Comme on doit faire entendre une cible, amis, ils peuvent l'avoir une seule fois. Donc, comme on n'a que 30 paires, ça nous fait trop peu d'items, on ne peut pas généraliser. Donc, on choisit. Et donc là, on a fait passer que la consonne naturelle et celle qui était resynthétisée égale, c'est-à-dire celle qui était ici. Hein. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que la consonne naturelle n'amorce pas, ce n'est pas significatif, ça n'amorce pas affiche. En revanche, dès que j'ai resynthétisé, en revanche, je vais activer affiche. Donc, ça veut dire que quand je manipule ma F0, eh ben je vais activer plus l'autre candidat. C'est pas recoller en fait, ça c'est le psychoacousticien, il ne recolle pas. Hein. C'est MATLAB qui. Ouais, parce que c'est assez artificiel en fait. Oui, on entend. On entend. Il y a quelque chose qui se déclenche, donc ça pourrait être un indice. La ami et l'ami. La affiche, l'affiche. Oui, ça pourrait. La affiche, l'affiche, on entend. Oui, mais alors du coup, c'est ça, c'est lissé. Là, pour le coup, c'est des algorithmes. C'est ce que. Vous pouvez essayer avec Constellation. C'est beaucoup plus naturel. Oui, je ne suis pas sûre. Hein. Bon, on pourra essayer, mais je vous donne la suite. Donc, parce qu'après, on s'est dit, OK, mais du coup, qu'est-ce qui joue dans les F0? Est-ce que c'est le fait de la monter comme ça? Parce qu'en la montant, on montait en même temps la hauteur, la moyenne, le min, mais en même temps la pente. Alors, on s'est dit, mais est-ce que c'est une histoire de hauteur ou de pente? Parce que je vous les ai dit tout à l'heure, en même temps, il y avait des théories qui disaient qu'il y avait des neurones qui codaient les montées de F0. Donc, nous, on s'est dit, c'est peut-être juste. Hein, il y a des théories sur la parole qui disent que c'est de la dynamique et donc que ce qu'on regarde, c'est les trajectoires. Hein, toutes les théories de production, de carré et tout ça, c'est sur les trajectoires dans la parole. Donc, en fait, là, on s'est dit, on va remanipuler. Alors, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais du coup, ça vient donner des nuances à ça. Donc, on refait la même manip, sauf qu'on change
les modifications qui sont faites. Donc là, on a toujours une production naturelle, une consonne naturelle. Donc A, la voyelle naturelle. B, la consonne naturelle. Et donc, on a soit transposé la pente, en C. Donc, vous voyez que c'est B, mais qui remonte un peu, qui est monté. D, on a gardé sa pente descendante, mais on a monté la hauteur. Et E, on a fait les deux à la fois. Alors, allons-y, je ne sais pas ce que j'ai mis. C'est la mi. 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 Non, je crois que je n'ai pas avec moi, mais sinon, je pourrais vous faire entendre le matériel si vous voulez regarder. Donc, toujours pareil, hein, du coup, simpliste, parce qu'il faut qu'ils aient chacun une seule fois, un seul item, et puis ils décident est-ce que c'est la mi ou est-ce que c'est pas la mi. Toujours pareil, on fait des analyses acoustiques, on vérifie. Alors, on s'aperçoit que c'est très variable, on n'a pas toujours les mêmes différences, hein, mais on vérifie par exemple que les F0, ça va bien dans ce qu'on raconte, dans le fait que la F0 est différent. Et ce qu'on observe, alors, ce qu'on voit déjà, c'est que tout est différent. Elles diffèrent toutes des unes des autres. Donc ici, vous avez la consonne naturelle, ici la voyelle naturelle. Donc toujours pareil, on est une trentaine de pourcents de gens qui répondent affiche alors qu'on leur présente fiche. 80% qui répondent affiche pour affiche. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de 8% quand on modifie la pente. Il y a une augmentation de 17% quand on joue sur la hauteur et une différence de 34% quand on fait les deux. Donc, ce qu'on voit, c'est que les deux jouent, on a un effet de la pente, un effet de la hauteur, et qu'on a un espèce d'effet synergique des deux, puisque ce n'est pas purement additif, c'est plus. Donc, c'est plus que les deux, donc ce n'est pas additif, et en même temps, c'est moins que la production naturelle. Donc, on rate encore des indices. On n'a encore pas tout, voilà. On n'arrive pas encore à créer la segmentation parfaite. Alors, attendez, où je vous emmène là? Ah oui, donc après, on a essayé de faire toujours pareil de notre amorçage, hein, parce qu'on aime bien à chaque fois l'idée de dire, j'arrive à choisir lequel des deux, c'est intéressant, mais c'est toujours intéressant de voir est-ce que j'ai vraiment un effet sur l'activation lexicale. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on a pris la voyelle naturelle et l'item consonne resynthétisé avec la pente, et effectivement, ça amorce. Donc, même la pente qui est la plus petite, hein, vous vous souvenez, c'était la plus petite. Elle arrive quand même à produire l'activation. Ça veut dire que dès que j'ai un doute, notre système, il réactive l'autre candidat. Il est prêt à lui donner le bénéfice du doute. Et là, j'ai mis pour vous, là, parce que je savais que la dyslexie. Pour Caroline, non, mais parce que là, cette année, donc c'est en ce moment, hein, donc j'ai une étudiante en thèse qui a participé à la manip d'avant aussi, qui s'appelle Maria Del Mar Cordero Roule, qui fait de l'EEG, tout ça. Et donc, on a eu plein de problèmes avec le Covid, tout ça. Enfin, la pauvre, sa thèse, c'est pas très rigolo, parce que ça n'a pas été, voilà, les 2 ans et demi n'ont pas été que faciles. Donc là, on essayait de refaire la manip avec des dyslexiques pour voir ce que ça donnait. Alors moi, dans mon idée, c'était plutôt, voilà, toujours pareil, moi j'étais un peu bloquée sur ma montée de F0. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une théorie, le rising time,
de Goswami. Donc, je me disais, est-ce que le rising time, est-ce que… Bon, je ne suis pas encore au clair sur à quoi correspond le rising time par rapport à la montée de F0. Pas la même chose. Mais on peut quand même penser qu'ils sont assez liés. Donc, moi, je me disais, bon, ben, on va essayer la manip, on a tout ce qu'il faut. Elle a juste passé 14 dyslexiques. Les dyslexiques sont en gris clair. Et alors, ce que vous voyez, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'ils sont meilleurs que les skill readers au départ pour faire la différence entre l'ami et l'ami. Et du coup, ça va carrément dans l'idée de la perception allophonique. Dans cette idée que peut-être ils sont plus sensibles aux indices. Alors, c'est pas du tout ce que j'allais pas du tout par là, moi, personnellement, quand on a testé ça. Mais donc, c'est exactement la même. Hein, c'est consonne, voyelle, avec la pente, la différence de hauteur et les deux. Alors, vous voyez que sur les gris foncés, on n'est pas encore, on reproduit pas ce qu'on a avant. Mais bon, là, on a, ben pareil, on a 5 listes et on n'a que 14 participants. Donc, on en a 2 par liste. Pour ça, je vous raconte ça, mais c'est juste parce que je me suis dit, bah… J'ai envie de voir que la perception allophonique peut encore… bah, non, mais c'est assez étonnant parce que là, ils sont, et on fait des batteries de tests incroyables pour les matcher, les machins. Et quand même, ce qui sort, c'est que bah, ils s'en sortent plutôt mieux et ils ont l'air d'être plus sensibles. Alors, pas sur le schiste, mais sur la slope et sur les deux. Et puis surtout, ils ont cette petite différence qui a l'air de… sur les produits naturels. Et donc, du coup, je suis allée rechercher en me disant, mais ça me rappelle un truc. Et c'est la théorie allophonique de la dyslexie, cette idée que peut-être il y a un problème de… Enfin, qu'il y a un problème de perception catégorielle. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah ben, si ça se trouve, on est en train… Alors, malheureusement, Willy ne sera plus là pour voir ça. C'est bien dommage. Ça m'aurait bien fait plaisir de l'appeler en lui disant, dis donc. Mais voilà, on se dit que peut-être là, donc on est en train d'essayer de les passer. L'idée est d'en passer une cinquantaine, donc on a encore 35 sujets, donc il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, mais voilà. Oui, mais en plus, on a vu, moi dans ma tête, j'ai fait des entraînements, on a vu qu'elle est hyper robuste, parce que on a vraiment du mal à la désactiver. Quand on veut entraîner les catégories féminines, en fait, elle est très robuste. Ça, ce serait fou, hein, parce que si on a un truc sur la segmentation, parce que du coup, il faudrait qu'on travaille… je sais pas. Donc voilà, enfin là, ça date d'hier, hein, j'ai ajouté ça. Bon, et puis je vais terminer par une manip G, parce qu'on a continué. Vous voyez, hein, mais alors, je vous dis, hein, ça fait un peu 15 ans notre affaire, alors on fait des… Donc, la dernière manip dont je voulais vous parler, qu'on est en train de faire, enfin les 2 dernières, mais qui sont ensemble, c'est on est reparti, on laisse de côté ma F0, hein, F0, donc on est sur les dyslexiques et sur les langues, ça vous intéressera peut-être, faudra peut-être demander à Maria Delmar un jour, mais donc elle est en train de faire les 10 et les L2 en fonction de la langue sur la même manip. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Et alors l'autre bout, c'était la suite finalement de l'EEG, c'est de dire OK, donc on a vu qu'il y avait des indices acoustiques qui rentraient en jeu, notre F0, etc. Et le modèle, il dit, quand tout va bien, je m'appuie plutôt sur la partie sans contexte, lexical, sens, etc. Alors, on s'est dit, OK, mais alors nous, du coup, ce qu'on veut savoir, c'est, comme on a montré qu'il y avait des effets des indices acoustiques, est-ce que ces effets acoustiques, ils sont pris en compte quand on est dans une situation en contexte? Et donc là, on revient plutôt sur
une approche comme vous avez développé dans votre papier sur les L2, en disant on va s'intéresser à la N400, en disant si je prends une phrase, je prends une phrase qui va dans le sens d'un homophone et que je mets l'autre en faisant du cross-splicing, est-ce que j'arrive à bloquer le système ou pas? D'accord? Est-ce que si je suis en condition de phrase, mes indices acoustiques, ils sont pris en compte ou pas du tout? Donc, évidemment, on a la N400. Alors, j'imagine que vous connaissez, du coup, je ne sais pas. Oui. Donc, l'idée, hein, c'est une composante négative centropariétale droite qui pique à 400 millisecondes et qui en gros, reflète l'intégration sémantique, sémantique du mot quand on mesure à partir du début du mot. Et quand on a des phrases qui ne sont pas congruentes, on a une grande N400. La N400 étant, vous m'arrêtez, hein, vous êtes plus spécialiste que moi, mais étant graduelle. Donc, plus c'est facile d'intégrer, plus elle est petite. Donc, l'idée, c'est de voir comment mes indices acoustiques que j'ai identifiés pendant toutes ces expériences, est-ce que ces indices sont pris en compte lorsque je suis en train de traiter une phrase avec du sens, un sens général. Donc, si j'ai une analyse des indices acoustiques fins, alors je devrais avoir une N400 plus grande, puisque le système devrait se dire « est-ce que c'est bon ?» Si c'est juste, comme prédit le modèle, on utilise la phrase, alors il n'y a pas de problème et je ne devrais pas avoir de différence au niveau de la N400. Alors, là, pour le coup, on a fait du cross-splicing. Alors, les édentés apprécient la mie de pain. Voilà. Le collégien a rencontré l'ami de Paul. Donc, à chaque fois, on a 4 phrases. Le boulanger a découpé l'ami de pain et la famille apprécie l'ami du mari. Donc, dans un cas, on a les là, on a les L''A, on a congruent avec la phrase ou incongruent avec la phrase. Et à chaque fois, on a fait du cross-splicing, de l'identity splicing, pour justement qu'il n'y ait pas de différence acoustique. Donc, même quand c'était le bon, le congruent, il était pris dans une autre phrase et on l'a collé là. Donc, je vous ai mis des exemples. Alors, je me suis un peu battue parce qu'on a, du coup, on a fait tous les échanges, donc on a plein de versions. Les édentés apprécient la mie de pain. Le collégien a rencontré l'ami de Paul. Le boulanger a découpé l'ami de pain. La famille apprécie l'ami du marié. Oui. Ouais. Voilà. Donc, on a fait ça avec nos 29 paires. Hein. Je pense qu'on avait 29 paires. Et on a ajouté des phrases contrôle qui étaient incongrues. Alors, on a fait 2 expériences. Une expérience où on était dans cette illusion qu'on ne voulait pas trop de tâches, que ce n'était pas bien de demander aux gens, que dès qu'on demandait, on les focalisait. Donc là, ce qu'on avait, c'était peut-être une erreur. On aurait dû faire comme vous, peut-être avoir une tâche d'incongruité ou de congruité. Mais bon, on était dans cette idée qu'on ne voulait pas que les gens focalisent. Et donc, on posait une question de temps en temps. Une fois tous les 10 à peu près, enfin, rien de régulier, mais sur le sens de la phrase, juste pour les maintenir le plus présent possible et qui traitent surtout le sens des phrases.
vous verrez, alors on a des problèmes, on a eu des problèmes de signal, etc. Enfin, on a eu des problèmes techniques, mais j'imagine que vous connaissez ça. Mais en plus, là, nous, tout ça a été fait à Nice et il n'y avait pas de labo EEG avant, donc c'était la mise en place. Donc tout ça a été compliqué. Donc le signal n'était pas terrible et alors on s'est demandé si ce n'était pas un problème justement, c'est qu'ils n'étaient pas assez focalisés du coup. Et que du coup, on a refait une deuxième expérience où là, on leur demandait à la fin, donc ils entendent toujours la phrase, et à la fin, on leur présente un mot et on leur demande est-ce que le mot était présent dans la phrase ou pas. D'accord? Donc, soit c'était un mot présent, soit c'était un mot absent, soit c'était l'homophone. Ce qui veut dire que dans les cas d'incongruent, c'était le mot qui était effectivement entendu. Dans les cas de phrases incongruentes. OK, alors. Donc, en gros, donc ça, c'est des résultats. Du coup, on est encore en dessus parce qu'effectivement, ils sont bruités. C'est pas très joli. On travaille avec Mireille Besson. On a vu Mireille Besson. Enfin, on est en train d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Dans la première expérience, donc ça, c'est les résultats de la première expérience, en fait. Donc, ici, vous avez ce qui est observé, ce qui est significatif. Alors, c'est avec des mix modèles. L'idée, c'est qu'entre les contrôles et congruents, on a des effets. Alors, d'abord, la première chose, c'est que les effets sont assez tardifs, en fait. Mais alors, il faut bien se dire que le truc, c'est qu'on commence au début de l'article. Nous, on n'est pas en début de mot. Donc, la première chose, c'est qu'on commence au L de la, mi. Donc, on a un décalage de 200 millisecondes déjà par rapport à la durée de l'article. Alors, ça, c'est un problème, effectivement, qui est difficile puisque la N400, elle est généralement mesurée à partir du début du mot. Et nous, on est obligé de prendre l'article, vu qu'il fait partie de l'affaire. Et du coup, bon. Donc, voilà. Donc, mais globalement, je vais vous donner globalement ce qu'on a l'air de trouver quand même. C'est que donc, on a une différence entre contrôle et congruent. On a des différences entre contrôle et incongruent. En revanche, on n'a aucune différence entre congruent et incongruent. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on voit que le rouge et le vert ne sont pas très beaux, mais ils ne varient pas. C'est-à-dire que là, on a l'air de se dire, ben, en fait, quand on ne demande pas de tâches aux participants autres que de comprendre les phrases, si tout ça n'est pas dû à notre bruit, mais il ne fait pas la différence sur le lami qui est congruent et le lami qui n'est pas congruent. Effectivement, ça va dans le sens du modèle que le sens de la phrase prend le dessus. Si on prend la deuxième expérience, mais ce n'est pas vraiment plus propre, c'est là où c'est un peu désespérant pour nous, mais bon, on travaille. Cela dit, donc on fait l'expérience la même chose, c'est les mêmes signaux, c'est les mêmes mesures, donc la mesure est toujours au début du L de l'ami ou l'ami. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une différence congruent-contrôle, alors toujours assez tardif, hein. Incongruent contrôle, mais là on observe une différence congruent-incongruent ici. Donc on voit une différence, donc ça veut dire que quand je focalise sur est-ce que le mot est présent ou pas, alors est-ce que c'est un effet de la tâche? Est-ce que c'est le fait que je demande aux gens est-ce que les mots sont là ou pas? Mon étudiante me dit aussi que là, l'incongruent, il fait comme les contrôles qui sont incongruents au début. Et en fait, il repart vers le congruent après. C'est comme si, elle me dit, c'est comme s'il s'était repéré quand même. Enfin, il y avait une incongruité et puis qu'après, peut-être, voilà. Peut-être, il est en train de... la phrase prend le dessus, finalement, et il intègre le sens. Bon, je vous dis, on n'est pas encore... je veux bien, à l'occasion que... Complètement incongruent.
Ouais. 2400. C'est hyper tardif, hein. Oui, elles sont comme ça, oui. C'est ça. Bon, et alors pour finir, du coup, les résultats comportementaux à cette manip, c'est-à-dire, donc là, on leur montre amis à la fin et on leur dit est-ce que c'était présent ou pas. Donc l'idée, c'est que quand on prend un mot lambda, ils savent très bien répondre si vous était dans la phrase ou pas, hein, qu'il soit dans une phrase congruente ou incongruente, ça leur pose pas de problème. Quand c'est dans une phrase congruente, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, c'est congruent. Est-ce que Ami était dans Paul a vu ses amis? Bon. Et quand c'est dans une phrase incongruente, on voit que ça pose plus de problèmes. Donc là, c'est les pourcentages de bonnes réponses. Donc là, déjà, on voit qu'à 50%, et aussi, on voit qu'ils mettent beaucoup plus de temps. Donc, on voit que, pareil, même dans la phrase, c'est pour ça aussi qu'on a tendance à croire l'idée qu'il y a des différences, puisque au niveau comportemental, on les a, les différences. Mais je crois avoir entendu les phrases sont lues assez lentement. Pardon? Les phrases, elles sont lues assez lentement. Donc, c'est assez artificiel. Là, ami de Paul, c'est assez lent. Les édentés apprécient la mie de pain. C'est assez lent, en fait. Bah, pour du matériel, oui, non, pour de la parole en discussion, oui, mais pour le EG, on est quand même obligé. Non enfin... Les miennes, par exemple, c'est un peu lent. Les miennes aussi, ils disaient de façon naturelle. Ici, c'est encore plus lent. Bah, le traitement. Comme dans les indices relativement tardifs aussi, dans le, comme la durée de la dernière. Tout à fait, oui, oui. Qui pourrait expliquer que l'effet apparaît plus tard, oui. Tout à fait. Ça pourrait être aussi qu'il y a des effets qui sont dus aux différences. Parce que, comme on a vu, il y a aussi des effets de durée, par exemple, sur la deuxième syllabe du mot. Et puis, on a des amis, on a des choses assez courtes, mais on a des allocutions. L'allocution, c'est assez long. Donc, l'indice, il y a des indices, c'est vrai qu'on pourrait regarder ça. Mais c'est là où on a clairement un problème aussi, qu'on n'a pas assez d'items, en fait. Donc, le Moyen-Âge, il est moche. Voilà, et pas beaucoup. Donc, moi, j'en ai 30 max. Hein, vous, dans votre manip, par exemple, vous êtes sur 60 phrases. Vous en avez 20 par contraste, c'est ça, hein? Oui. Et je crois qu'il y en a 60, et je me disais, ben oui, mais effectivement, nous, on ne moyenne pas sur autant, donc c'est un peu moche. Ah non, c'est une locutrice. Ah oui, c'est une locutrice. Il n'y a pas des langues où on peut avoir plus de stimuli, où on rencontre plus ce problème, ce phénomène. Mais je sais pas, alors, le truc, c'est ça, hein, c'est comme vous avez vu, nous, ça fait des années qu'on est là avec notre matériel, on enregistre. Donc, je sais pas. Ouais, maintenant, je me dis, il faudrait. Mais notre objectif, c'était d'arriver là. Alors, on est tout content. Voilà, ça fait 10 ans hein, qu'on les a enregistrés. On a pensé cette manip et qu'on. Voilà, et puis qu'après, le temps fait qu'on ne le fait pas forcément. Mais c'est vrai que là, moi, je me dis, il y a un vrai problème. On a un problème, il faut plus de matériel. Et je pensais par exemple à Christophe qui avec ses bébés, elle leur apprend les mots, tu sais, pour faire la moue, la poule, elle leur apprend. En fait, quand elle fait ça avec des bébés, comme le problème, elle ne sait pas quel type d'item avec lequel ils ont rencontré, oui. Elle a fait tout un tas d'apprentissage avec des pseudo-mots. Donc, oh, regarde, ça c'est la moue, ça c'est la prune, etc. Et après, au bout de temps d'apprentissage, elle fait l'expérience comme parce que pour eux, c'est des mots. Et donc, peut-être que tu pourrais créer des stimuli
Ah, non, mais, parce que Ouais, ouais, non, à un mais moment tout donné, à tu peux fait. pas- tu peux pas Mais ça ne va alléger, pas m'alléger, là. ça va pas t'alléger la chose, Mais oui, mais non, mais voilà, c'est une manière de faire. De leur apprendre, d'apprendre. Étudier un processus d'effet du contexte à partir de mots qui existeraient qu'on fait apprendre. Mais le concept, C'est ça. Après, ça devient des mots pour tes groupes, tu vas les entraîner. ouais, mais ça devient des mots au bout de plusieurs jours. Tu vois, Gasquel, il montre qu'il faut que tu dormes dessus une fois, 2 fois. Ah oui, non, mais il y a une question d'entraînement, hein, c'est l'entraînement d'abord. Oui, c'est ça. Donc, il faut. Après, tu peux pas, quand il y a plus de matériel, il y a plus de matériel. Quoi. Mais Ouais. par contre, pour revenir à l'absence d'effet, finalement, des 400, on la voit un petit peu là. Mhm. Mais on ne pourrait pas partir de l'hypothèse quand même, c'est-à-dire qu'on parle de l'hypothèse que l'effet du contexte, quand on regarde par exemple les questions de restauration phonique, la force du contexte qui permet de restaurer des éléments manquants. Donc, Mhm. est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse et auquel cas, ça serait un peu décevant en termes d'analyse vocale des variations aussi, comme tu décrivais. Est-ce que le contexte n'est pas tellement fort que finalement, il va homogénéiser et on va finalement éliminer les variations au niveau du signal et même des variations, comme tu dis, qui peuvent être de différentes natures, au niveau de la zéro, telle durée, etc. Parce que le contexte est plus fort. Tu vois. Oui. Donc moi, ça ne me choque pas, en fait, la quantité. Ah non, non, non. Non, 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 non. Je suis d'accord. Non, mais je suis assez d'accord. Ça peut être une explication plausible. Je suis d'accord. De l'interaction. Voilà, Je suis d'accord. Et ça aurait complètement du sens. Juste, j'aurais aimé être plus convaincue. Là, le truc, c'est que comme je trouve mes signaux pas très propres, qu'il n'y a pas beaucoup d'items, je me dis, oui, mais je ne suis pas sûre. Non, mais peut-être pas. Hein, peut-être que. Peut-être non, parce que ça va dans le cadre du modèle et ça serait normal. C'est-à-dire, on ne voit pas pourquoi notre système il prendrait en compte des petites variations. Oh oui, alors, s'il faut que je me tais. Oui, mais tout à fait. Mais peut-être. Alors, eux, peut-être que le contexte n'arriverait pas à. Ah, mais tu as raison, mais alors on le fait. Non, mais en comportement avec mes 10, je pourrais le faire quand. Oui, parce que là, ce qu'on voit, c'est quand même. Ouais. Dans la condition où vous avez focalisé, vous demandez si le mot était présent. Oui, à la fin. C'est ça. Donc, c'est un peu différent que la tâche d'acceptabilité habituellement utilisée. Tout à fait. On dit globalement, est-ce que c'est. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je disais, on aurait dû faire ça, à mon avis. Ouais. Peut-être la M400. Mais je pense que. Justement, pour revenir un petit peu sur les tâches, peut-être un effet de la tâche. Exactement. Justement, normalement, on évite de focaliser l'attention. Et c'est ça. Dans la littérature, quand on utilise la tâche de vérification, normalement, c'est justement pour amener le participant à traiter le niveau lexical alors qu'on est en train d'étudier la syntaxe. Alors que là, il y a une convergence entre la tâche et le. Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui fait que là, on voit ce petit truc qui émerge. Après, il faudrait vérifier s'il continue d'être là pour être plus. Je ne sais pas combien vous avez dit de là, on en a une vingtaine. Donc voilà. Bon, bah, je vais. Je sais pas. Voilà, donc l'idée, hein, c'est de. Vous avez compris l'idée, c'est qu'on dit du coup, on a cette différence entre les deux tâches. Pour l'instant, on essaie de voir comment on essaie de plein d'analyses pour essayer de voir si c'est stable, si ce qu'on observe est bien stable. Mais c'est vrai que l'absence de résultats, elle pose toujours cette question, hein, de dire est-ce que j'ai assez de matériel, est-ce que c'est assez propre, parce que du coup, on a de la variabilité. Voilà, Mireille Besson me disait, peut-être on pourrait essayer, mais alors c'est à chaque fois hyper coûteux quand même, de mettre le mot en dernier dans la phrase pour éviter, parce qu'elle trouvait que c'était plus stable, que peut-être j'aurais des signaux plus stables. Tu es d'accord, moi aussi. Alors moi, je me disais, bon. Oui, non. Arrête. Mais oui, elle dit que ce serait plus stable. Mais moi, ça m'a fait pareil, mais je me suis dit, bon, en même temps, c'est Mireille Besson, je ne vais pas commencer à lui négocier le G.
La parole, c'est quand même sa spécialité, c'est une plus grande spécialiste. Mais bon, je te jure, bon, d'accord. Enfin voilà, donc du coup, mais il est tout à fait possible, enfin, que ça surpasse. Alors la question, c'est, est-ce que c'est la question qui reste, à mon avis, c'est du coup, c'est est-ce que ce serait vraiment un effet de tâche, cette différence entre compréhension et je focalise sur la présence d'un mot, ou de taille de fenêtre. C'est-à-dire quand je traite un mot, enfin, non, parce que là, c'est la même fenêtre. Mais je pense qu'il y a aussi des questions, parce qu'avant, à la MMN, on identifie des effets, mais sur des petites fenêtres. Et on le voit bien d'ailleurs, hein, quand je fais la syllabe, l'effet, il est plus propre, les plus machin. Dès que j'ai le mot, c'est un peu plus sale. Et donc, il y a cette question aussi de la somme d'informations que je traite, hein, qui va avec le cognitive load, avec plein de choses, et qui peuvent poser la question de quel poids, du coup, à quel moment les indices acoustiques prennent du poids. Oui. Par exemple, le français, personnellement, je n'ai jamais identifié le français comme une langue à son. Sans comparer aux autres langues comme le chinois, qui a 4 tons, ou même l'anglais, qui est une langue accentuée, ou même le japonais, qui est une langue aussi accentuée. Je me demande si c'est pas dû justement, si on change par exemple de la langue, je me demande s'il n'y en a pas des résultats différents. Voilà, alors qu'en français, même dans la parole continue, on dise l'ami de mon frère ou l'ami de mon père. Voilà, comme je l'ai dit, dans la parole continue, j'ai dit avec exactement la même fréquence. Je pense que c'est. Non, mais tout à fait, mais aussi, c'est un des trucs qui nous intéressait, c'est de dire effectivement, c'est pas contrastif en français, mais finalement, toute la recherche a été. Il y a des linguistes purs, on ferme là-bas, mais qui a été dictée finalement par les théories linguistiques sur qu'est-ce qui est contrastif, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de dire, mais même quelque chose qui est un indice qui n'est pas forcément contrastif dans une langue, peut-être qu'il va avoir un impact important. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison. Si, d'un point de vue linguistique et des théories linguistiques et de la description, il y a des raisons. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est par exemple la F0, elle a un poids très important dans la segmentation, on l'a bien montré, et pourtant elle n'est pas distinctive. Et pourtant, oui, naturellement, ça ne nous vient pas comme ça de se dire c'est important. Pourtant, là, les effets, on les a. Pour le coup, nos effets sur la F0, on les reproduit à chaque coup. On n'a pas de. Il n'y a pas de question. Vous avez vu, les résultats, ils sont super stables. On a toujours du 80-75, là, 25-75, autour de ça, on a toujours ça. Enfin, ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un indicateur 100%, mais il est là, il joue, il a un impact. Et je pense que c'est important aussi d'y réfléchir. C'est vrai qu'il n'est pas aussi satisfaisant que les indices où c'est du oui-non. Hein, ça marche pas. Hein, là, ouais, on est à 75%. C'est pas parfait, mais c'est mieux que la chance. Et en fait, ça nous intéresse assez d'essayer de comprendre parce que mon avis, c'est que la recherche qui a été faite sur la parole, justement, quand elle a été faite par des côtés très psycho, on a tendance à appauvrir le signal pour identifier des indices clairs. Sauf que ce qu'on voit, c'est que la parole, elle est hyper complexe. Et qu'on rate quelque chose en refusant cette complexité qui, effectivement, dans nos modèles stats et tout ça, ça nous pose problème. Quand il faut expliquer pourquoi on est... c'est plus compliqué à gérer pour nous, en tant que chercheurs, c'est moins convaincant. Mais pourtant, c'est là et c'est dans cette complexité. Et finalement, moi, j'ai l'impression que j'ai senti ça en particulier quand on travaille sur la parole dans le bruit. Parce que dans la parole dans le bruit, en fait, les effets, ils bougent tout le temps parce que ça dépend du bruit. Si j'ai un bruit de camion, si j'ai un bruit de quelqu'un qui parle derrière, si j'ai un bruit... mes effets, ils vont bouger. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que notre système, il est surtout super fort à s'adapter. Et que dans la parole,
les infos, elles sont hyper redondantes. J'ai l'information un peu partout. Je peux la retrouver codée différemment, pas aussi bien. Et finalement, peut-être que notre système, il est surtout bon justement à prendre avantage. Et c'est pour ça que ça marche si bien. C'est pour ça qu'on arrive si bien à communiquer malgré les masques, l'accent, le bruit, le machin. Hein, on finit quand même par globalement tous y arriver quasiment. Hein, et ça, c'est assez... vu la complexité de la tâche, c'est assez fascinant. Que notre cerveau, qui est quand même assez limité, malgré tout, sur plein d'autres aspects, il arrive à gérer cette complexité et à attraper des informations là où elles sont au moment où ça arrive. Donc voilà, bah, écoutez, donc pour terminer, voilà, j'espère que je vous ai montré donc ce petit bout de recherche qu'on fait comme ça avec Elsa Spinelli depuis des années, qui nous montre donc l'importance de ces indices acoustiques fins, peut-être le rôle important de la F0, en particulier de sa hauteur, mais aussi de sa pente, et que ces deux indices ne sont pas suffisants pour expliquer quand même complètement la segmentation. Donc, on rate encore des bouts, il faut qu'on aille chercher encore peut-être d'autres indices, et que en situation phrastique, et de plus en plus, on voit que ce problème de tâche, on croyait avoir résolu il y a quelques années avec le G, en tout cas dans notre représentation qu'on en avait, de plus en plus, on s'aperçoit que la tâche est quelque chose de fondamental et qui, à mon avis, est quelque chose qui pose vraiment question à ce qu'on fait en psycholinguistique, où on demande des tâches justement parce qu'on aime bien contrôler ce que font les gens, parce que sinon, ils se mettent tous à faire autre chose, à avoir des stratégies, à penser à leur course, à je sais pas quoi. Donc, on essaye toujours de les cadrer le plus possible, mais ça pose quand même question de quel est l'impact exactement de la tâche sur nos données et de qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre l'impact de la tâche encore plus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons déjà commencé un petit peu avec la discussion. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous, comme tâche ou des choses comme ça, mais... Souvent le jugement d'acceptabilité. Oui, c'est ça. Après chaque phase. Et dans d'autres, pareil, aussi avec la violation sémantique, on a utilisé exactement aussi la même tâche d'avoir après chaque 10e phrase à peu près une question sur le contenu sémantique. La violation sémantique était plus importante que le saillant. Et c'est vrai que c'est une question, puis c'est vrai qu'avec le EG, enfin bon, alors nous, on n'est pas experts, hein, mais à Nice, on est en train d'installer une plateforme, on a un EG, j'en faisais un peu à Lyon, mais pareil, ça n'a jamais été le centre de mon activité non plus. Et en même temps, c'est très tentant, et puis en même temps, ça implique d'autres contraintes sur le matériel, et du coup, ça pose toujours des questions de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai que là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être aller voir pour avoir plus de matériel, déjà, parce que je pense que c'est un premier problème, c'est-à-dire pas avoir assez de matériel. Donc, aller voir avec d'autres voyelles, quoi, d'autres segmentations. Elsa, elle a travaillé, parce qu'elle travaillait vraiment sur la segmentation, donc elle a travaillé sur des enchaînements, là, le dernier oignon. Ce genre de choses. C'est ça, alors il y a d'autres langues. Alors l'autre truc, et je voulais vous en parler, mais on n'aura pas le temps, mais je vous le mets quand même comme ça. Attendez. Parce que l'autre truc que je fais en ce moment qui est intéressant, c'est les langues sifflées. Alors c'est vrai, donc c'est pas mal parce que du coup,
avec les langues sifflées. Alors, attendez, comment je vais mettre un peu plus. Attends, ouais. Mais non, mais tu sais, après, je perds les gens en ligne. C'était juste. Ah oui. Ah, je suis là, oui. D'accord. Donc, les langues sifflées, hein, c'est juste l'idée que toutes les langues, on peut les siffler et que c'est un moyen naturel qui a été développé partout dans le monde. Donc, je travaille avec Julien Meyer, qui est à Grenoble aussi. Lui, alors, Elsa Spinelli, elle est au LPNC, au labo de neurocognition. Et Julien Meyer, il est au GIPSA-Lab, qui est un labo plus ingénierie et linguistique. Et donc, lui, il est spécialiste des langues sifflées. Donc, lui, il court le monde, il va enregistrer les gens, etc. Donc, et donc, je travaille avec lui, moi, sur la partie plus cognitive. Et donc, c'est intéressant. Alors, moi, mon intérêt là-dedans, c'était de dire, moi, ce que je cherchais au début, c'était de dire dans le langage parlé, justement, quels sont les indices qu'on utilise. C'est ça ma question de départ, finalement. Et donc, dans le langage chiffré, je trouvais ça super intéressant, parce que là, vous avez une représentation. Un mot, alors je me souviens, c'est en grec. Ah ben, c'est en grec. Vous allez me dire. Inedaxi. 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 Et donc, la version sifflée. Ah ben oui, mais c'est le principe. Donc, le principe de la langue sifflée, c'est que ce n'est pas un autre langage, c'est de la langue sifflée. Vous pouvez chanter, murmurer, crier ou siffler. Donc, vous faites la même chose. En fait, vous simulez finalement le signal, mais comme vous voyez, en le réduisant drastiquement. Donc, moi, je me suis dit, ben voilà, eux, ils ont trouvé ce qu'il nous fallait pour comprendre, puisqu'ils se comprennent. Donc, c'est développé dans beaucoup de pays, beaucoup de langues. C'est généralement dans les vallées. Donc, avant le téléphone portable, les gens, si vous criez, vous allez à 200, 300 mètres, et puis au bout de 5 minutes, vous n'avez plus de voix. En sifflant, si vous savez siffler, vous allez à 2 km, 3 km, et vous pouvez siffler tranquillou. Donc, en fait, les gens dans les vallées, ils se parlent, ils se racontent. Vous avez des vidéos appelées Whistle Languages, et vous avez des super vidéos. Ah, il y en a. Ah non, il y a une liste, c'est dans le livre de Julien, mais je pourrais te retrouver ça. Ah non, non, mais il y en a partout. Ah non, 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 à Pau, donc en France, c'est dans les Pyrénées. Nos siffleurs, ils sont dans les Pyrénées, à Pau. Au Maroc, au Maroc. Moi, je pensais que c'était vraiment blanc. Ah non, 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 non. Non, voilà. Non, non. Les langues sifflées, c'est une adaptation. C'est ça, c'est chanter, crier, siffler. Donc, on pourrait, à Pau, il y a des gens qui sifflent. Alors, évidemment, à chaque fois, souvent, comme c'est dans des endroits reculés, c'est souvent des dialectes qui sont sifflés. C'est pas la langue officielle. Donc, il n'y a pas de français sifflé, par exemple. Alors, Julien, il essaye d'entraîner à Grenoble, là, dans les montagnes, il essaie d'entraîner ses montagnards. Il va monter. D'accord. Non, alors là, c'est vraiment... Donc, du coup, il y en a plein dans le monde entier. Les langues à ton, ça pose problème, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas simplifier, puisqu'il y a l'utilisation déjà du ton, donc ça pose un problème. Donc, l'utilisation des langues sifflées est beaucoup plus contrainte. Alors que là, par exemple, en Espagne, île des Canaries, Julien, il joue au Trivial Poursuite en sifflant avec ses copains de l'association, là. Donc, ils se mettent hyper loin, ils tirent les cartes, et voilà. Et donc, on fait ce qu'on veut avec les langues. On parle normalement, ceux qui savent siffler. Et donc, dans les îles des Canaries, c'est à l'école, on leur apprend, puisque la grande difficulté, elle n'est pas de... Vu que c'est juste
vous parlez, mais au lieu de parler, vous sifflez. Le vrai problème, c'est d'apprendre à siffler suffisamment fort. Et ça peut prendre 1 an, un truc comme ça, quoi. Ça prend du temps. Mais du coup, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire qu'en réduisant le signal à ça, ils arrivent à se comprendre. Donc moi, je me suis dit, bingo, je l'ai. J'ai les indices qu'il nous faut. C'est eux qu'on trouvait. Donc, en fait, voilà, de coup, on travaille là-dessus. Nous, c'est une piste. Alors, on pourrait travailler sur la segmentation, hein, parce qu'en fait, voilà, aux îles des Canaries, on devait avoir un doctorant qui travaillait là-bas, mais avec le Covid, c'est tombé à l'eau. Mais même les dialectes, hein, donc il y a même les variations dialectales en sifflement. On les retrouve. On peut avoir un accent en sifflant, par exemple. Hein, on peut siffler avec un accent. Enfin, donc, du coup, c'est une ouverture. Et donc, on a une étudiante en ce moment qui travaille sur ces langues sifflées. Alors, l'idée, c'est qu'on travaille, ce que je fais moi, c'est plutôt comment notre expérience va modifier la façon dont on traite ces signaux qui sont nouveaux, mais sur lesquels on applique finalement nos traitements langagiers. Et donc, là-dessus, on peut regarder, par exemple, si ce qu'on a déjà fait avec Julien, et ça, c'est déjà publié, tout ça, on a fait des consonnes, des voyelles, et on demande aux gens de les catégoriser. Ils sont bien au-dessus de la chance. Et tu pourrais nous citer une phrase là? Ah non, moi non. Moi non. Alors, c'est pas moi qui fais ça. Mais vous pouvez regarder, c'est Anaïs Trangnoff. Elle s'appelle, elle a gagné le prix, ma thèse en 480 secondes l'année dernière, je crois. Enfin, elle était 3e. Et donc, vous pouvez voir son speech et elle sifflait. Parce qu'elle était musicienne. Anaïs Trangnoff, mais c'est dingue. Oui. Pour synataxie, quand on énonce synataxie et quand on la cite, c'est la F0 qui est pareil. Et c'est pas exactement. Alors, ça, il faut. Ah, ça résonne, attendez. Il faut voir Julien Meyer, donc c'est Julien Meyer, oui. Il a écrit un livre, parce que lui, sa thèse, c'est qu'il a fait le tour du monde des langues. Il a fait le tour du monde des langues sifflées, et donc c'est sa thèse. Et il a essayé de regarder, est-ce qu'on pouvait faire un algorithme qui passe du parler au sifflé. Et non, en fait, il n'y a pas un algorithme simple pour toutes les langues. Chaque langue, chaque population a fait des adaptations particulières sur ce que simulait, il y a eu des adaptations. Ce qui est rassurant en même temps, ça veut dire que chaque langue, on en revient à cette idée que notre problématique à tous, quand on travaille sur le langage parlé, c'est que chaque langue a ses propriétés et que ces propriétés vont façonner la façon dont le cerveau écoute les choses, perçoit les choses. C'est-à-dire qu'on sait que comme le bébé, il est tuné. Il va être tuné en fonction de la langue qu'il a. Et bien, la langue sifflée, elle va s'adapter en fonction des langues. Donc, c'est son travail de thèse. Ça a été de montrer qu'il n'y a pas un algorithme clair et facile où on peut juste passer du parler au sifflé. Et que donc, il faut aller étudier, pareil, chaque langue, une à une. Donc, nous, ce qu'on utilise dans nos manips, alors déjà, nous, ce qu'on utilise dans nos manips, c'est l'espagnol sifflé, en se disant que c'est le plus proche qu'on ait du français. Et donc, on utilise des mots, des machins qui sont le plus proche possible en termes phonologiques, parce qu'on n'a pas de français qui siffle. On n'a pas une population qui a adapté le français. Oui, c'est ça, c'est des dialectes. Ouais, ouais. Non, c'est pas un dialecte, oui.
Non, et puis ça a été très dévitalisé, donc il y en a peu. Quand Julien était en thèse, alors c'était dans les années 2000, il a passé sa thèse en 2005, et c'était son drame, on partageait un bureau, moi j'étais jeune chercheur, et on partageait un bureau, et alors les Pyrénéens perdaient les dents. Et du coup, il me disait, c'est fini, ils ne peuvent plus siffler, il n'a plus qu'une dent, sans dent, on ne siffle pas. Mais il en pleurait, quoi. Il disait, c'est l'horreur, il m'en reste 2, il en reste 2 dents. Et tout ça, il disait, mais il faut qu'on construise des trucs. Parce qu'il y a plein de techniques pour siffler. Il y a ceux qui sifflent au doigt, il y a ceux qui sifflent en Amazonie, ils sifflent beaucoup avec des feuilles. Donc, il a toutes des études là-dessus sur le mode. Donc, il a un site qui s'appelle Le Monde Siffle. Il a une association et il travaille avec les gens du monde entier. Donc, lui, il fait un travail d'ethno, de récupération, il fait de la documentation, il fait de l'archivage. Et ensemble, on fait ces parties plus cognitives. On utilise plus ces signaux. Mais... Voilà. Donc, c'est une piste de ce qu'on va aller... Oui, parce que peut-être que pour la segmentation, parce qu'en revanche, eux, ils marquent encore moins. Hein. Alors, ils reprennent leur souffle, mais il faut que je ne sais pas comment. Là, on a attaqué les mots. On ne faisait que les phonèmes, maintenant on fait les mots. On n'a pas encore attaqué la phrase, on fait que... Et tout ça, c'est des trucs qu'on fait pareil beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, je peux vous le faire. Je vous ferai. Ouais. Je vous ferai une version. Distance, est-ce que vous m'entendez, les gens à distance? Est-ce que vous avez des questions à poser à Fanny Meunier avant? Sinon, on coupera. Est-ce que vous avez des précisions? Donc, je pense que Fanny, tu mettras en ligne ton diaporama, mais de toute façon, la conférence a été enregistrée. Donc, je fais un peu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.